Bonjour Silène, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour, moi aussi. Alors, je n'ai qu'un regret, c'est que tu ne puisses pas être chez nous physiquement. Et bien qu'on soit éloignés l'une de l'autre, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Oui, Alors, moi aussi. Merci pour cette opportunité. Silène, tu étais enseignante en français. Oui, Et puis, petit à petit, tu t'es tournée vers l'écriture et maintenant tu consacres la majorité de ton temps à l'écriture. Je sais aussi que tu fais des fiches pédagogiques pour certains ouvrages, que tu travailles un petit peu à droite à gauche pour des éditeurs. Et tu vas un petit peu nous parler de ton univers littéraire. Je sais que tu fais des ouvrages très variés qui sont pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Mais donc tu vas nous parler de tout ça. Et on va commencer toutes les deux en parlant d'un ouvrage qui, je sais, te tient beaucoup à cœur. C'est 8848. Et oui, tu vas nous expliquer un petit peu. Alors, avant de continuer, je voudrais juste dire que grâce au partenariat que nous avons avec la librairie Ombre Blanche, sur le site www.chantilivre.org, celui sur lequel vous êtes actuellement, vous pouvez acheter les livres des auteurs. Ils sont sur notre site, vous cliquez, vous allez sur le site de la librairie qui vous le met à disposition si vous êtes de Toulouse et qui vous l'envoie si vous êtes d'ailleurs. ah, c'est génial. Merci Ombre Blanche. J'y allais quand j'étais toute petite, je lisais dans les rayons. Ah, ils sont super. Silène, tu nous parles un petit peu du contexte de ce livre. Oui, c'est une histoire qui remonte à un petit moment en fait, puisque à l'origine, ma cousine Marion Chignot-Dupuis m'avait demandé un peu d'aide pour l'aider à faire un texte qui parlait de sa vie en fait. Donc Marion, en vrai, c'est la cousine de mon mari. Elle vit au Tibet depuis plus de 20 ans. Et elle a, en particulier travaillé sur quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le nettoyage de l'Everest. Elle est côté tibétain, donc il y a eu aussi un nettoyage, côté népalais. Mais vraiment Marion est à l'initiative, du nettoyage côté tibétain et ils ont descendu 10 tonnes de déchets. C'est énorme. Voilà et elle a bien d'autres projets, hein. Elle a fait énormément de choses, c'est assez incroyable, sa vie et du coup, elle avait besoin de moi pour l'aider à mettre ça en forme. Et puis pendant qu'on travaillait, ça a pris plusieurs mois, je me rendais compte que je pouvais pas écrire bien, sans y aller. Je sentais pas, je voyais pas la nature qu'elle, connaissait là-bas, les gens, donc du coup, on a décidé que j'allais, la rejoindre et je suis partie, 2 semaines à Lhasa, au Tibet, pendant lesquelles on a travaillé d'arrache-pied et en même temps, c'était incroyable. Heu, Très beau, merveilleux et en même temps glaçant parce que la C'est froid. situation au Tibet, non, c'est pas le Non, froid, le froid. c'est la dictature. Ouais. C'était difficile de ce côté-là, mais en tout cas, il y a eu un moment dans sa cuisine où elle m'a dit: «Mais écoute, tu fais tout ça pour moi et toi?» J'ai dit: «Moi, ça me fait plaisir. Pour moi, l'important, c'est, qu'un nouveau livre paraisse» et elle me dit: «Et si on en faisait 2 en fait? Si toi, tu te chargeais d'écrire un livre, qui porte les messages, dont on parle tout le temps, pour la jeunesse?» Donc sur l'écologie, sur le respect de l'autre, sur le fait que l'écologie, c'est pas juste prendre soin de la nature et enlever les déchets, c'est prendre soin aussi, des gens qui habitent là, de leur façon de concevoir les choses, ne pas, s'imposer, ne pas, voilà, apporter une vision, ethnocentrée et je me suis dit: «Oui, évidemment, ça pourrait être super» et en plus, ça permettrait d'avoir une héroïne de l'âge des ados parce que, choisir Marion comme héroïne, ça aurait été assez écrasant. Elle a fait tellement de choses, c'est un c'est trop difficile pour les ados de se projeter dans quelqu'un comme ça. Et par ailleurs, Vincent Villeminot, donc qui est, un auteur jeunesse, hein, m'avait donné des conseils avant de partir. On se voit souvent sur les salons d'habitude et il a été reporter donc il m'avait dit: «Écoute, moi j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu, que tu me parles de ton chemin à toi, de ta découverte, de ce que tu apprends au Tibet, de ce que ce voyage, t'apprend» et en rentrant, il m'a dit: «Bah, fais un livre avec ça, et on le publiera chez Casterman où il est directeur de collection». Donc c'est la collection, Ici et maintenant
Et voilà, c'est comme ça qu'il est apparu, ce livre-là. Et donc, dans ce livre, c'est vrai que Marion, qui a euh, l'ado qui est dans le livre, ça permet aux ados qui le lisent peut-être de se projeter et de prendre part. Et est-ce que tu as eu des retours de savoir si ça avait changé un petit peu ce qu'ils ont lu? Qu'est-ce que tu as eu comme retour? Alors le problème, c'est que le livre est paru en juin et que j'ai pas vu beaucoup d'ados en fait, puisqu'il n'y a pas de salon, il n'y a pas eu encore de rencontres scolaires. Je vais rencontrer des élèves là en mai et juin sur ce livre, mais il Oui, leur fallait le temps de le lire. Il est au prix des lecteurs de Gironde, donc je vais avoir des retours. Mais et puis dans d'autres prix, je dois avoir des échanges avec des lecteurs au Maroc. Enfin, mais pour l'instant, j'ai que des retours d'adultes. Tout le monde dit que c'est bien, ça fonctionne bien, mais moi j'ai envie de savoir si les ados, ça les a portés, si ça les a titillés, ou s'ils sont restés un peu extérieurs en fait, en se disant que c'était juste une aventure. et c'est loin. Oui, alors que j'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'on ne se sente pas loin. Mallory, l'héroïne, elle vit dans les Pyrénées, elle est à Tarascon et elle est pas loin, surtout pour les Oui, Toulousains, ça, voilà, ça peut avoir du sens. Elle aussi, elle a les montagnes et c'est parce qu'elle vit au pied des montagnes, au pied des Pyrénées, que elle se retrouve à faire de l'alpinisme de haut niveau. c'est quand même incroyable la quantité de déchets qu'on peut trouver dans des montagnes comme ça que on espère si belles Alors et en qui se... fait, ouais. Le truc, c'est que là-bas, les gens, ils montent pas sur les sommets. Oui, Non, s'arrête. voilà, ils font ils font le tour en fait. Ils font le tour du sommet. Par exemple, le tour du Mont Kailash, c'est un pèlerinage qui est très connu et très important. Mais on va pas au sommet parce que c'est la demeure des dieux dans leur religion, dans le bouddhisme. Et ce sont voilà, les Européens qui ont voulu monter sur ces hautes montagnes, mais ça dure depuis un moment. Mallory, elle s'appelle comme ça parce que c'est un hommage à Mallory, Oui, le premier qui a voulu monter, et dont on n'a jamais su s'il y était arrivé ou pas, puisqu'il est mort, et on ne sait pas s'il est mort en montant ou s'il est mort en descendant. On a retrouvé son corps en dessous, il y a quelques années. oui, mais on ne sait pas quand est-ce que ça lui est arrivé, effectivement. Alors l'hypothèse, comme il n'avait plus la photo de sa femme et qu'il avait promis qu'il mettrait la photo au sommet, voilà, les D'accord, ça, je optimistes ne savais pas. se Ils disent disent que qu'il a déposé la ouais, photo et qu'il est en redescendant. Pour l'histoire, c'est encore mieux. oui. Mais du coup, voilà, donc ça a fait pratiquement 100 ans que les gens essayent de monter sur l'Everest. Et le problème, c'est que dans la zone de la mort, qui est au-delà de 7000 mètres, c'est très difficile de respirer. La plupart des alpinistes le font avec oxygène. Et du coup, ramasser les déchets, c'est vraiment le cadet de leurs soucis puisqu'ils ils sont en danger de mort. Chaque année, il y a des morts là-haut et voilà, ramasser, le piquet de tente qui a roulé, ramasser, le papier que le vent a emporté. Ils le font pas parce que ça demande un effort, insurmontable. Encore, parce que je pense que c'est une attitude qui était peut-être il y a quelques années, quand on parlait beaucoup moins de pollution, beaucoup moins de déchets. Ça ne s'est pas arrangé, tu crois, maintenant? Alors si, parce que maintenant les gens s'engagent et qu'ils sont sensibilisés à ça, donc Voilà, ils ramassent. En fait, ils ramassent sur les camps les plus bas et ouais, sur les camps les plus hauts, ils essayent de garder leurs déchets, mais c'est pas eux qui les redescendent, ce sont les Sherpas qui sont du coup payés au poids. C'est cash d'accord. for trash en fait, 1 kilo de déchets est payé et c'est surtout en haut, c'est surtout des déchets techniques. Des Ouais. tentes qui vont s'abîmer, des bouteilles d'oxygène en grande quantité, des restes de portions de nourriture, hein. Là-haut, ils mangent des sachets de gel ou ça, ils peuvent les ramasser, mais les bouteilles d'oxygène, ils ne les ramassent pas, ce sont les Sherpas qui les descendent. D'accord. Voilà. C'est, c'est un bel ouvrage et j'espère que tu vas avoir avec le succès qu'il mérite. J'espère. Il plaît Et beaucoup pour le moment et voilà. Et on a fait quelque chose avec Vincent, on était OK. On a mis dedans des faux articles en fait qui rythment le texte et qui donnent aussi un côté un peu documentaire. Parce que
d'un point de vue narratif, c'était pas intéressant de le faire raconter à Mallory, mais c'était intéressant pour les jeunes de découvrir ce que c'est vraiment cette ascension. Et du coup, voilà, les articles apportent ces éléments de connaissance. Donc normalement, vous saurez tout sur l'Everest après l'avoir lu. Et comme Marion l'a fait 3 fois, vous pouvez vous dire que normalement, j'ai pas dit de bêtises. Elle a vérifié avec moi. Tu l'as pas fait, toi? Oh non! Non, et en plus, on n'a même plus le droit d'aller au camp de base, en fait, pour voir, pour des raisons écologiques. Et puis, au-delà du fait que c'est extrêmement dangereux et qu'il faut être un très grand sportif, ça coûte aussi très, très, très cher. Oui, et puis, il y a souvent des endroits comme ça qui sont abîmés, la pollution au niveau des plantes, des Oui, fleurs, tout ça, ça abîme, enfin, l'homme abîme, quoi. oui. Moi, j'ai pas du tout envie de faire l'Everest. J'ai envie, ce qui m'a fait plaisir, ça a été d'aller dans un ermitage, de prendre le temps, de faire ces koras comme ça, les tours avec les gens, pour comprendre un petit peu comment ça se passe en fait. Et j'ai passé beaucoup de temps dans les salons de thé, j'ai passé beaucoup de temps à me promener dans Lhasa, et quand je pouvais dans la nature, mais bah Prendre non, l'ambiance, oui, oui. voilà. Te fondre dans le paysage et dans l'ambiance. Autant que possible, hein, il y a très peu d'Européens là-bas, mais donc Mais les c'est gens, important. voilà, les gens, ils venaient me voir parce qu'en plus, ils trouvaient ça amusant de me voir écrire quand je prenais des notes, parce qu'évidemment, c'est pas le même alphabet. Et Ah oui. voilà. Et puis, ils n'avaient pas l'habitude de voir des blancs venir dans les salons de thé, parce que la plupart des gens, ils vont là-bas et ils s'arrêtent 3 jours à Lhasa et puis après, ils partent en trek. Moi, j'ai passé 15 jours, donc j'avais le temps. Mhm. Et du coup, bah, je faisais des choses que les touristes font pas d'habitude. C'est ce qui t'a permis peut-être de pouvoir écrire plus facilement mettre l'ambiance et le contexte. Oui, je pense que c'est important et c'est une des questions que je me pose dans l'écriture concrètement parce que aller au Tibet écologiquement, ça coûte quand même très cher en termes d'avion, et, euh, et continuer et en même temps, moi, j'ai besoin de voir ce sur quoi j'écris. Quand j'ai travaillé sur Moana, j'étais en Polynésie. Donc c'était, voilà, ça se passe là-bas. Mais celui qui sort là dans 15 jours, ça se passe en Lettonie et j'y suis allée, mais je devais y retourner cet été pour mes recherches et c'était pas possible avec le Covid. Et en plus, moi, ça me pose des questions d'un point de vue éthique parce que j'adore voyager, mais je me demande si je peux pas faire des voyages plus respectueux, euh, peut-être utiliser d'autres moyens de transport. Mais voilà, je vais plus, enfin, je pense que je vais plus faire un saut pour aller quelque part pour faire de la documentation pour mes livres. Après, j'ai envie de dire, faire un saut pour faire la documentation pour tes livres, c'est peut-être plus utile parce qu'après, tu vas sensibiliser un nombre de personnes assez grand, assez important, que le touriste lambda qui y va juste pour son propre plaisir. Ouais, mais Mais, ouais. mais quand J- même. Voilà, j'aimerais bien réussir à faire quelque chose. Moi, ce qui me fait rêver, mais j'ai des enfants qui ont encore besoin de moi, c'est d'aller passer vraiment du temps dans des lieux parce que pour écrire, ce serait faire des résidences, quoi. Ça, Oui. oui. Et alors, tu as commencé à nous parler de Moana. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui. sur cette, euh, alors, Moana, c'est une trilogie. voilà, Ah, parce que c'est un contexte complètement différent. ça n'a rien à voir a priori. C'est une dystopie, ça se passe dans 50 ans. Il faut que vous imaginiez que suite à une catastrophe climatique dont on ne connaît pas l'origine au début de la série, euh, le monde a gelé et les gens vivent seulement entre les deux tropiques puisque le reste du monde est complètement congelé, comme une ère glaciaire gigantesque. Et Moana, elle vit donc aux Marquises, mais pas les Marquises où on se balade en paréo. C'est sous la neige et ils ont des yaks et voilà, ça peut être le lien avec le Tibet. Mais euh, et dans ce monde-là très particulier, pour survivre, parce qu'il reste peu d'humains sur la planète, ils sont à peine 10 millions. Le gouvernement demande aux jeunes gens de se marier tôt, de travailler tôt, et les personnes âgées sont
récupérés en fait et envoyés dans des sortes de résidences à Pondichéry, qui est le cœur en fait de cette réorganisation. Sauf que Moana, dans sa famille, ils ne sont pas du tout obéissants. Ils ont gardé avec eux l'arrière-grand-mère qui a vécu évidemment à notre époque, ça pourrait être nous en fait, et qui raconte à Moana comment étaient les choses avant le grand froid. Il y a des choses compliquées à imaginer. Comment vous faites pour décrire une marmotte ou un isard à C'est quelqu'un ça. qu'on n'a jamais vu? C'est pas évident. Mais surtout, comment on fait pour expliquer ce qu'est le goût de la fraise ou de la figue? Ça s'appelle La saveur des figues, le tome 1. On peut vivre sans figues ou fraises, c'est possible. Mais Il y en a qui vivent ça. voilà, mais c'est triste et du coup, il y a toute cette réflexion sur le fait que, oui, on peut s'adapter, pour autant, ça suppose quand même de réfléchir à ce qu'on laisse et pourquoi. Et j'ai essayé de faire quelque chose qui ne soit pas manichéen. Je ne dis pas qu'il faut à tout prix garder les choses et que perdre tout ça a été pour eux une perte totale de sens et de vie. Parce que, au contraire, pendant toute la série, les 3 volumes, en fait, ils vont reconstruire quelque chose qui leur convienne. Mhm. Mais pour autant, en effet, ça pose question et je pense que ce livre reste actuel, hein. Il est paru il y a 10 ans, on l'a réédité, il y a 2 ans. Ça reste actuel parce que, on va être obligé de faire face avec le réchauffement et les changements climatiques, à des choses qui nous dépassent. On va s'adapter, réfléchissons à la manière de le faire. Il y a Comment on peut faire en sorte que, de ce qui arrive, on tire des bonnes choses, C'est bon. heu, sans être totalement passéiste et sans non plus être dans l'illusion que c'est bien. C'est pas bien ce qui arrive, évidemment. Non, c'est pas bien. D'ailleurs, regarde, on est tous malheureux de ne plus voir de dodo, par exemple. Oui, mais je crois que par rapport aux ados, c'est eux qui vont vivre avec ce monde qu'on leur laisse. Donc, leur tenir un discours, heu, qui est celui de l'arrière-grand-mère, de dire, «Voilà, c'était mieux avant». Il y a un moment où elle finit par se dire: «Je lui rends pas service à Moana». Oui, Je dois lui transmettre ce qu'il y a de bien pour la faire réfléchir, c'est mon rôle, mais je dois aussi lui laisser la possibilité de construire avec, de toute façon, ce qui est là. oui, parce que de toute façon, elle Voilà. n'aura pas le choix. Non, et nos ados, ils ont pas le choix. Non, ils n'ont pas Heu, le choix. Et donc comment on fait? Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un fil et en littérature, on peut le faire avec des métaphores, avec des récits, que ce soit des dystopies ou des récits plus réalistes comme 8848 mètres. On peut être sur ce fil, ne pas leur tenir un discours moralisateur, leur montrer que il y a moyen de s'adapter et que ils ont cette force-là. Voilà. Sans pour autant leur dire que bah, tout va bien, hein. Mais être c'est dans ça. quelque chose de plus optimiste sans être naïf, en fait. Oui, donc là, tu es en train de changer un petit peu ta façon d'écrire et tes sujets d'écriture. Oui, complètement. Euh, quand là, j'ai avec moi Fortune Cookies, qui est un roman que j'ai écrit en 2013 et qui est paru en 2014, qu'on réédite au mois de mai en poche. Et Les Affamés, qui est un autre livre pour adultes, qui est paru il y a 2 ans. Et c'est des livres que j'aime beaucoup, mais que je n'écrirai plus du tout de la même manière. Je pense que, parce qu'il y a un côté dystopique qui, voilà, surtout dans Fortune Cookies, l'idée c'est que, et si on avait l'état d'urgence et si on virait au tout sécuritaire, c'était avant les attentats, c'était avant Charlie. Euh, C'était possible d'écrire ça à ce moment-là. Et aujourd'hui, évidemment, on l'écrirait plus du tout de la même manière. Parce que il s'est passé tellement de choses depuis 6 ans que soit on continue à se faire le miroir de ce qui se passe en ce moment et c'est assez désespérant, soit je pense on réfléchit à d'autres idées, d'autres projets. On peut retourner vers des utopies. J'ai lu récemment Ecotopia, hein, qui est une vieille, vieille utopie. Elle est 75, donc Oui, voilà. Et il y a des choses intéressantes, je pense. Là encore, sans être naïf ou idéaliste, hein.
Je pense pas qu'il faille être naïf ou idéaliste parce que de toute façon, que ce soit les ados, les jeunes ou les adultes, la naïveté maintenant, ils n'y croient plus. Non. Ils n'y croient plus. Il faut partir sur, enfin, c'est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus genre utopie écologique. Je pense que ça peut être très intéressant. Après, l'autre option, moi, ce que je suis en train de faire en ce moment, parce que ça demande du temps et beaucoup de documentation à une utopie écologiste correcte, en ce moment, je fais de la fantaisie. Et, et du coup, avec les métaphores de la fantaisie, on peut aussi aborder un certain nombre de choses euh, positives. Voilà. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'ado, quand il finisse le livre, il se sente euh, Fort, avec plus fort. Voilà, exactement. plus fort. Et qu'il se soit évadé aussi, hein. Ça reste la première chose, hein. J'ai pas envie de Oui. faire des trucs chiants, quoi. C'est pas parce que j'étais prof que je veux faire des trucs pédagogiques. Enfin, le but, c'est quand même de s'amuser. Alors, l'objectif, enfin, l'idéal, c'est de faire un truc pédagogique en s'amusant. Ouais, plutôt de donner à voir, en fait. Comme une boîte de chocolat. Vous pouvez en prendre juste 2 ou 3, ou vous pouvez tout manger. Moi, je donne la boîte, en fait. Et après, le lecteur, il fait ce qu'il veut. Et il y en a pour tous les goûts. Et il prendra ce qu'il a envie de prendre. Et on va passer sur un autre ouvrage qui est pour plus petit, Oui, que je sais que tu aimes beaucoup, ouais. qui est L'Arbre-Lit. Oui, alors comme ça, je vous montre un petit peu tout ce que je fais. Les ados d'abord, et puis les livres pour adultes. Et ça, c'est pour les tout petits. C'est le premier album que j'ai l'occasion de publier avec Gilles Freluche, qui est donc l'illustrateur qui travaille de très belle manière. La Et couverture est très belle. ouais. Et alors, du coup, je vous propose de vous le lire. On a un petit peu de temps, et puis on n'a pas de Oui. questions. Alors, Valentine grandit. Son lit devient tout petit. Son papa décide un jour d'en fabriquer un nouveau. La petite fille est ravie. Dans leur grand jardin, un poirier vieillit. Il est malade et risque de tomber. Il faut le couper. Le papa de Valentine fabrique le lit de sa fille avec les belles planches du vieil arbre. La petite a hâte de pouvoir l'essayer. Elle regarde son père travailler. L'arbre-lit est installé. Valentine caresse le bois et s'endort. Dans le noir, un murmure la réveille. Une voix chaude et douce. C'est le poirier qui parle. J'ai grandi dans ce jardin. J'ai vu bien des petites filles venir jouer à l'ombre de mes branches. Elles m'ont raconté des histoires. Veux-tu les entendre? Valentine est fascinée. Chaque nuit, l'arbre-lit raconte et encore et encore des histoires de grenouilles, de princesses et de chevaliers. L'arbre en connaît des milliers. Un soir pourtant, l'arbre-lit se tait. Valentine est inquiète. Pourquoi tu ne dis plus rien? Je suis triste. Je n'ai plus envie de raconter des histoires. Cette nuit, j'ai entendu le rossignol. Il pleure et se lamente, car on m'a coupé sans me remplacer. Valentine est si bouleversée qu'elle éclate en sanglots. Les larmes de la petite fille touchent le poirier, pénètrent son cœur. Valentine s'endort, une feuille s'éveille. Au matin, une branche a poussé. Curieux, le rossignol s'approche. Le vieux poirier s'est tu, chante-t-il, mais il a laissé un nouveau-né pour le remplacer. Au milieu du jardin, Valentine a planté l'arbuste. Il a pris racine. Il pousse bien. Il grandit si vite que bientôt, il rattrapera la petite. Valentine, tous les soirs, lui raconte une histoire. Un conte de l'arbre-lit, son ami, des récits d'îles et de voyages, et de ces arbres dont on fait les bateaux. Et voilà. Bravo. Merci. Il est très beau, il est très émouvant et il est plein de sensibilité, de douceur et de messages.
Oui, en fait, je trouve que j'en discutais avec Gilles, il est venu à la maison il y a 2 jours parce qu'on travaille sur un nouveau projet et il me disait que le mot qui me va, c'est la transmission. Qu'en fait, dans tous les livres et dans ma façon de travailler, c'est la transmission qui est au cœur. Et, euh, et oui, c'est vrai, la transmission de la littérature. Tout ce qui va permettre à la littérature d'être plus riche, mieux partagée, ça fait ma vie. C'est bon. Je pense que voilà. Tu as écrit aussi beaucoup d'ouvrages historiques, Oui, le plus connu, c'est 14-14 en fait. voilà, que tu as écrit Voilà, oui, avec Paul Béorn. avec Paul Béorn. Et en fait, j'avais publié Moana d'abord, et après on a fait 14-14. C'est sorti en même temps que Fortune Cookies d'ailleurs. Et ça a été la déferlante en fait. C'était le livre qui n'était pas du tout attendu. Il y avait plein de livres sur la guerre de 14 et tout. Et puis on a eu le prix Gulli. Et du coup, après, ça a été Laura de Marais. Et il m'a fait connaître et il m'a permis d'en publier d'autres. Et après, du coup, j'ai abordé la Saint-Barthélemy, les guerres de religion. Avec 42 jours, c'est la Seconde Guerre. J'avais envie de parler de l'histoire d'un garçon juif obligé de s'exiler et de montrer plus la milice que les nazis, en fait. De montrer que, bon, en France, voilà, il n'y avait pas que les nazis qui étaient dangereux, loin de là. Oui, l'autre face Euh, qu'on montre pas trop. Ouais, et j'avais aussi envie de faire un livre qui soit vraiment pour les CM2 parce qu'ils abordent pour la première fois ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre en CM2, mais il me semble encore très petit pour faire face à certaines des horreurs de ce qui s'est passé. Et dans le livre, Sacha, il va pas dans les camps, il est obligé de se cacher, ce qui est déjà énorme en fait pour un enfant, et donc on prend le temps de découvrir ça. Et je me dis qu'après, là, en troisième, ma petite est en CM2, ma grande est en troisième. Et la grande, maintenant, elle est assez grande. On regarde avec elle Nuit et brouillard et La liste de Schindler, etc. Mais petite, voilà, j'avais envie de lui faire quelque chose qui soit plus adapté, il me semble, à une première approche de cette période. Tu l'as écrit pour ta fille, hein. Alors, j'écris toujours pour les gens, en fait. Pour moi, la littérature, c'est une communication. Euh, donc, je parle à des gens. Euh, Pendant le confinement de printemps, j'arrivais pas du tout à écrire. J'étais complètement bloquée parce que, voilà, au-delà de la situation sanitaire, le côté très autoritaire de la manière dont ça s'est passé, hein, dont ça se passe toujours, me bloquait complètement. Et au deuxième confinement, du coup, j'ai commencé à écrire pour quelqu'un, pour ne pas revivre ce blocage, en fait. Et donc, Mhm. tous les jours, j'écris pour une amie à moi qui est autrice aussi, c'est Maëlique Duval, elle publie chez Géphir Éditions. Et donc, je lui écris tous les jours un chapitre. Voilà. Et je l'ai envoyé ce matin, parce que comme je suis occupée avec vous cet après-midi. C'est génial comme attitude. C'est vraiment très, très chouette. Et je ne sais pas si vous qui nous écoutez, si vous êtes comme moi, mais j'espère que ça vous donne envie de lire tout ce que vous nous avez présenté, parce que vraiment, c'est un régal de vous écouter, de t'écouter, Silène. Merci. Euh, Qu'est-ce que tu as de prévu maintenant comme ouvrage, à part l'ouvrage que tu écris pour ton ami? Ah, alors du coup, voilà, il y a celui-là qui sort dans 15 jours, c'est un nouvel historique. Mais cette fois, au lieu d'être en France, on part donc en partie en Lettonie. Et j'avais envie de parler du mur de Berlin, du fait que l'Europe était séparée en deux. Nous, on le sait, on a grandi avec. Mais les ados, ils ne savent pas forcément. Et je trouve qu'il y a quand même une ironie assez triste dans notre histoire, c'est qu'avant, il y avait un mur qui séparait notre Europe en deux. Et depuis, on a créé l'Europe et maintenant, on l'a entourée de murs pour que les gens ne puissent pas rentrer. Du coup, mais en même temps, comme je veux pas avoir de propos trop politiques avec les ados, parce que je trouve que ce serait de la manipulation, je les invite à découvrir la situation et à réfléchir par eux-mêmes. Et Paul m'a aidé puisqu'il a fait des lettres qui sont dedans sur le mur de Corée, le mur de Gaza, sur d'autres murs en fait. Notre mur. Voilà. Donc ça, c'est le prochain. Il sort dans 15 jours. Donc, on va se précipiter chez tous les bons libraires pour essayer de le retrouver, de le trouver. Merci.
Et moi, je suis ravie de ce moment qu'on a passé ensemble et d'avoir vu un petit peu toutes les facettes de ce que tu as écrit et ta façon d'écrire et ton engagement à développer l'esprit critique des jeunes, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Merci. C'est- Il faut être dansant, toujours sur le fil pour pas faire de bêtises. Donc j'espère que ça vous plaira et puis après, moi, je vais continuer à faire des expérimentations et à proposer des nouvelles histoires. Et puis, oui, j'espère que tu pourras aussi faire beaucoup de rencontres scolaires pour faire participer les jeunes. Mais Oui, il y en a des rencontres scolaires. On peut encore aller dans les oui, établissements. j'y vais de temps en temps. Donc s'il y a des enseignants, faites-moi venir. J'ai vraiment envie de voir les élèves, s'il vous plaît. J'espère qu'ils auront entendu le message. Oui. Il y a un livre dont tu nous as pas trop parlé, c'est celui pour adultes que tu Ah passais oui. tout à l'heure. Je crois qu'on doit terminer malheureusement. Mais Ah, il y a, voilà. allez vite, Les en 10 affamés, secondes. c'est une dictature sanitaire en fait. Mais à la base, on ne sait pas trop. Charles, le héros, il trouve que c'est très bien parce qu'il est très privilégié dans le système. Et il va découvrir au fur et à mesure que c'est pas très juste. En fait, la question c'est est-ce que vous êtes assez utile pour avoir le droit de manger gras, de fumer, de boire de l'alcool, si vous avez un emploi qui n'est pas jugé essentiel à la nation, eh ben, il va falloir faire régime, hein, parce que sinon vous allez coûter cher à la Sécu. Voilà. Donc, c'est une dérive pas très marrante, mais j'ai essayé de mettre de l'humour et de la lumière dedans quand même. Et c'est chez J'ai lu. Voilà. Voilà, mais nous allons finir sur cette note d'humour. Et je te remercie énormément, Silène, d'avoir participé à Scientilibre, d'être venue. Et ce moment est vraiment super. Vous pouvez la retrouver demain en atelier d'écriture, si vous le souhaitez. Et je Et te en dis conférence avec Pierre Bordage, il m'a fait la préface et on se retrouve demain pour la conférence demain soir. voilà, avec Pierre. Et donc, à demain, Silène. À demain. Et encore merci. Au Merci. revoir. Au revoir.